Le Hamas n'est pas complètement défait. Il a reçu énormément de coups. Il y a énormément de nouveaux terroristes qui adhèrent, je dirais, au Hamas grâce à l'aide humanitaire, mais ces nouveaux terroristes n'ont pas les capacités de combat qu'avaient les autres parce qu'ils n'ont pas reçu cette formation, ils n'ont pas eu le temps d'avoir reçu cette formation. Au-delà de cela, on sait très bien qu'aujourd'hui, le Hamas fait aussi une opération de police pour maintenir justement son pouvoir sur le territoire de Gaza. Stéphane, bonjour, Boker Tov. Boker Tov à tous les auditeurs de Kalita. Vous êtes un ancien officier des unités spéciales de Tsahal, des commandos Matkal et aussi expert sécuritaire. Nous voulions d'abord commencer par ce titre qui peut paraître à la fois stupéfiant et qui est bien entendu douloureux. C'est la mort d'un civil israélien dans le corridor de Netzarim, dont on parle beaucoup de ces derniers jours, qui a été tué apparemment par mégarde, bien entendu, par un soldat israélien. La première question que je voudrais vous poser, c'est comment des civils israéliens peuvent circuler en civil dans une zone aussi tendue que le corridor de Netzarim ? Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il y a beaucoup de civils israéliens qui se promènent actuellement sur l'ensemble du territoire de Gaza pour différentes missions. Et la personne qui a été malheureusement abattue hier par accident est une personne qui travaille pour le ministère de la Défense, qui travaille sur les infrastructures de Gaza. Et c'est vrai qu'il était sur le corridor de Netzarim avec un outil qui ressemblait malheureusement à des outils que le Hamas utilise pour creuser des tunnels, pour dire clairement les choses. Et il a été malheureusement abattu par mégarde, par erreur, par les forces de Tsahal. Il y a une enquête qui a commencé immédiatement. C'est regrettable, c'est une erreur humaine. C'est aussi une erreur par manque d'informations, manque de renseignements. Il est probable que le renseignement ne soit pas passé comme il aurait dû être passé aux forces de sécurité israéliennes. Toujours est-il que ce n'est pas la première fois qu'il y a un accident sur cet axe-là. C'est pas la première fois qu'il y a des accidents à Gaza, malheureusement. Et c'est encore une perte pour Israël. Alors, comment peut-on éviter ? Est-ce que c'est difficile de juger maintenant à chaud, mais la question c'est d'abord, qu'est-ce qui se passe exactement ? Parce que cette tragédie, elle nous permet d'essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe sur l'axe de Netzarim. C'est un axe qui a été ouvert en partie, mais les forces israéliennes sont toujours présentes sur place, c'est cela ? Alors, les forces israéliennes sont toujours présentes, elles ne sont pas encore parties. C'est un axe qui est très important. Rappelez-vous, c'est l'axe qui, dans le fond, sépare d'est en ouest la bande de Gaza en deux, je dirais, blocs, le nord et le sud. Et donc, l'axe de Netzarim a dû être fermé pour justement éviter le passage des Gazaouis vers le nord, la possibilité qu'ils ne remontent pas vers Gaza, Jebalia, Sedjaya et Bet Hanoun. Et donc, le but était de continuer à fermer, je dirais, cet axe-là, qui est un axe quand même très important. Si on se rappelle bien aussi le tout début de la guerre, c'est vrai qu'au tout début de la guerre, dès le 8 octobre, il y avait eu ce plan d'ailleurs de séparer la bande de Gaza en deux parties, avec une séparation des deux blocs, des deux lobes, je dirais, sur l'axe Netzarim, où on savait aussi qu'au bout de l'axe Netzarim, du côté de la mer, il y avait aussi un camp de réfugiés, de terroristes palestiniens. Donc c'est un axe très important. L'accord qui a été signé entre Israël, le Hamas, les États-Unis, avec tous les autres, protagonistes, fait que nous avons dit que nous étions d'accord pour ouvrir l'axe de Netzarim et laisser le passage, donc la possibilité pour les milliers, je dirais pratiquement des millions de Gazaouis de remonter vers le nord. Et c'est ce qui se passe actuellement. Alors, donc il y a une forte présence israélienne, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a une forte présence israélienne pour pouvoir contrôler encore ce qui se passe. On sait très bien qu'il devrait y avoir une police internationale qui devrait gérer cela. Et il y a deux axes. Il y a l'axe Al-Khaldin, où normalement ce sont des convois qui devraient passer avec un contrôle, je dirais, de cette unité américaine, cette organisation américaine qui est pour l'instant pas encore au rendez-vous.
et un axe piéton le long de la côte pour faire remonter les gens. Israël a décidé de rester pour le moment sur place pour pouvoir surveiller, contrôler et regarder, parce qu'on sait très bien aussi qu'il y a encore énormément de terroristes qui se baladent et qui remontent vers le nord. Alors donc, pour clarifier les choses, il y a donc 2 axes qui vont du sud vers le nord, et qui passe par la transversale, c'est-à-dire cet axe de Netzarim. Du côté du littoral, et on les a vus, ce sont des milliers de civils qui remontent à pied. Et on va dire plus au milieu, c'est un passage uniquement pour les camions. Et effectivement, et là il y a une nécessité de vérifier pour Israël, de vérifier qu'il n'y ait pas de passage d'armes, en tout cas certainement pas plus importante que des fusils automatiques, ou même pas peut-être. C'est des fusils automatiques, ça peut être des matières explosives, ça peut être beaucoup de choses, mais aussi c'est par là que passe l'axe l'aide humanitaire. Donc c'est là où, je dirais, tous les convois, je dirais, passent par là, et c'est là où on pourrait avoir le plus, je dirais, de suspicion à ce qui pourrait y avoir dans ces convois. Il faut comprendre qu'on le veuille ou non, accord ou pas accord, il y a une grande méfiance et elle sera toujours présente, cette méfiance, sur ce qui pourrait être dans les voitures ou dans les véhicules des gens de Gaza, qu'ils soient du Hamas, qu'ils ne soient pas du Hamas, ou qu'ils fassent partie d'autres organisations terroristes, que les choses soient claires. Donc on sait très bien qu'actuellement, en plus, le Hamas essaye, je dirais, de se refaire une santé avec l'aide humanitaire, en redistribuant l'aide humanitaire pour pouvoir récupérer un nombre de Gazaouis à leur cause, parce qu'il faut comprendre que ces Gazaouis, en arrivant dans le nord, vont voir l'état de ce qui reste de leur maison, et c'est vrai que, je dirais, il ne va pas rester grand-chose. Par contre, ils auront une vue très dégagée. Alors, justement, et ça me permet d'arriver à la question clé aujourd'hui, parce que les Israéliens se posent la question, en voyant ces images de milliers de réfugiés palestiniens qui passent du sud au nord, en voyant ces images, bien entendu, mises en scène par le Hamas, de centaines de terroristes armés jusqu'aux dents, comme s'il ne s'était rien passé pendant les 15 derniers mois, on se pose la question, est-ce que le Hamas est en train de reprendre pied sur la bande de Gaza, ou c'est simplement une sorte d'illusion, et que concrètement, le Hamas est défait, les Américains n'ont pas l'intention de le laisser revenir au pouvoir, même après la seconde phase. Comment on peut définir aujourd'hui la situation du Hamas ? Le Hamas n'est pas complètement défait. Il a reçu énormément de coups. Il y a énormément de nouveaux terroristes qui adhèrent, je dirais, au Hamas grâce à l'aide humanitaire, mais ces nouveaux terroristes n'ont pas, je dirais, les capacités de combat qu'avaient les autres, parce qu'ils n'ont pas reçu cette formation, ils n'ont pas eu le temps d'avoir reçu cette formation. Au-delà de cela, on sait très bien qu'aujourd'hui, le Hamas fait aussi une opération de police pour maintenir justement son pouvoir sur le territoire de Gaza. Alors c'est vrai qu'il va y avoir aussi probablement un vent de révolte auprès des Gazaouis, mais est-ce que ce vent de révolte ne va pas être, je dirais, étouffé avant qu'il ne puisse, je dirais, s'exprimer compte tenu de ce qu'ils vont retrouver au nord de la bande de Gaza? Il est très probable qu'il y ait un sentiment, franchement, aussi de colère des Gazaouis, mais on sait très bien que parallèlement, le Hamas continue de mener une pression psychologique et une guerre contre les Gazaouis qui pourraient, je dirais, se révolter. Et donc, ils ont toujours cette volonté de vouloir exister. Alors, c'est vrai que d'un côté, le Hamas a été touché très, très fortement. D'un côté, on entend certaines voix, que cela soit aux États-Unis ou ailleurs, en disant le Hamas, plus jamais ça, on ne peut plus les voir sur ce territoire et dans aucun cas ils pourront contrôler le territoire. D'un autre côté, on entend certaines voix qui disent ils vont avoir aujourd'hui un uniforme bleu, un uniforme de la police pour pouvoir faire, je dirais, des opérations de police et je dirais, le quotidien des Gazaouis. Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Cela veut dire concrètement que Israël n'a pas concrètement terminé encore le travail. On sait très bien qu'il y a encore des poches de terroristes à Gaza et sur l'ensemble de la bande de Gaza. On sait très bien qu'il y a toujours quelques anicroches entre les forces de sécurité israéliennes et encore des bandes de terroristes. Pour le moment, tout le monde joue
je dirais, l'accord, même si l'accord concrètement n'est pas complètement respecté, et pas respecté, je dirais, par le Hamas qui joue toujours sur une guerre psychologique avec Israël. Toujours est-il qu'à un moment donné, il va falloir clarifier les choses concernant, je dirais, le Hamas et concernant l'avenir de la bande de Gaza. Oui. Le président américain souhaite qu'il y ait un accueil des Gazaouis dans différents pays arabes. On voit très bien que ces pays arabes regardent d'un très mauvais œil, je dirais, cette décision américaine, et je doute qu'elle puisse un jour voir le jour. Et je vous dis franchement, j'ai du mal à imaginer aujourd'hui un nombre de Gazaouis arrivant sur le territoire du royaume hachémite en Jordanie. Cela pourrait en plus déstabiliser la Jordanie et mettre en péril, je dirais, cette frontière que nous avons avec cette frontière, je dirais, est de l'État d'Israël entre la Jordanie et Israël. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, le Hamas continue à vouloir jouer son jeu et militaire, mais aussi politique, avec aussi une autre ambition, celle de vouloir aussi gérer l'ensemble, je dirais, de la mouvance palestinienne sur l'ensemble de la région, parce que n'oublions pas aussi que le Hamas a un autre but, c'est de prendre le pouvoir en Judée-Samarie, avec derrière un pays qui pousse à tout ça, qui s'appelle l'Iran. Oui, alors tout cela nous mène à la dernière question que je voudrais vous poser. Elle se rapporte aussi à ce qui se passe dans le Nord. On a vu que le cessez-le-feu a été prolongé jusqu'au 18 février prochain. On voit que les Israéliens ne se sont pas déplacés parce que l'armée du Liban Sud ne s'est pas déployée convenablement. Et finalement, ma dernière question, elle se posera sous le prisme des habitants, que ce soit des habitants du Sud et des habitants du Nord. Leur retour, lorsque d'un côté dans la bande de Gaza, ils voient que le Hamas, pour l'instant, reprend pied, et que de l'autre côté, dans le Nord, le Hezbollah, ne s'avoue pas vaincu. Au contraire, on a l'impression que il n'y a pas de zone de sécurité, il y a peu à peu, on va grignoter, comme cela s'est déjà produit dans le passé, des mètres et des kilomètres. Est-ce que si vous étiez soit habitant du Sud, soit habitant du Nord, vous prendriez le risque de vous réinstaller dans des zones dans la situation actuelle ? À titre personnel, oui, je retournerais dans le Nord, mais si je n'avais pas d'enfants. Okay. Si j'avais des enfants, c'est vrai qu'en bas âge, en tout cas, j'y réfléchirais à deux fois. On savait très bien que l'accord de cessez-le-feu qui a été signé concernant le Nord, concernant le Liban, on savait très bien que cet accord ne tiendrait pas et que cet accord était pas un bon accord. On savait très bien que l'armée libanaise n'a pas la capacité d'avoir une politique forte, cette capacité de retirer les armes au Hezbollah et de stopper, je dirais, les forces du Hezbollah qui, aujourd'hui, je dirais, continuent à venir et à revenir, à se redéployer sur le sud du Liban. Donc tout ça remet en danger, évidemment, la population du nord d'Israël. Et tant que la bande de sécurité ne sera pas clairement définie du côté libanais, c'est-à-dire au sud du Liban, c'est vrai que la population du nord d'Israël sera toujours, je dirais, en danger. Elle l'a toujours été, ce n'est pas nouveau, mais il ne faudrait pas que cela se réitère comme nous avons pu connaître ces 15 derniers mois. Donc, tant que l'armée libanaise ne prendra pas, je dirais, le pouvoir d'une façon concrète, avec force, et sera déterminée, je dirais, à éliminer la force militaire du Hezbollah, pour l'instant, on devra garder ce statu quo. Toujours est-il qu'il faut à tout prix que Tsahal maintienne une pression sur le sud Liban. Moi, je suis complètement en phase avec la possibilité de maintenir des raids aériens, des raids aussi terrestres sur le sud Liban pour éviter toute, je dirais, porosité entre le Liban et Israël. Je pense que le président Aoun a probablement de bonnes intentions, mais pour le moment, on n'en est pas encore là. Pour le moment, le président Aoun a aussi des difficultés en interne pour diriger son pays. N'oublions pas que c'est une coalition. N'oublions pas que quelquefois, au sein du Parlement libanais, il a de temps en temps aussi besoin des voix du Hezbollah. Et les choses ne sont pas si claires. Toujours est-il, concernant toujours le Liban, je reste encore persuadé que tant que et les États-Unis et les Européens, et d'ailleurs la France plus particulièrement, n'aideront pas concrètement le Liban d'une façon financière, ce pays
on n'arrivera pas à trouver un statu quo, on n'arrivera pas à trouver une région où on pourra retrouver une certaine sérénité, paix, un certain silence et une certaine sérénité. Eh bien, lieutenant-colonel Stéphane Goldin, merci beaucoup de nous avoir éclairé donc sur ces deux fronts qui sont censés être des fronts en cessez-le-feu, mais qui restent tout de même extrêmement turbulents, on va dire. Si je peux dire encore un petit mot, Daniel, si vous me permettez. Simplement, il faut comprendre qu'actuellement, il y a aussi au sein de l'ensemble de la mouvance palestinienne la volonté, je dirais, de nous faire passer pour des génocidaires. Dans le fond, on devient le Goliath et on n'est plus le David. Voilà. Oui, bien ça. Il faut faire très attention à ça. On l'a compris et effectivement, c'est aussi un des enjeux de l'État d'Israël. En tout cas, merci beaucoup encore Stéphane d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée, Daniel.